Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, mon collègue animateur Didier Onfray, enseignant-formateur, moi-même Déborah Mayer, personnel de direction, nous sommes ravis d'ouvrir cette table ronde intercatégorielle qui va nous permettre de poursuivre pendant 1 heure ce qui a été commencé, ce qui a été abordé depuis ce matin. Donc, table ronde qui n'a que le nom. Il n'y a pas tout à fait de table. Nous avons un tout petit peu dépassé l'horaire. Nous n'aurons plus tout à fait 1 heure, mais en gros 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure avec vos questions également. Je vais baliser très rapidement notre thématique et puis je vous présenterai les différents intervenants dont les approches, dont les regards vont se croiser pour nous apporter des éclairages au regard de leurs pratiques. Donc partout où l'appétence n'est plus à prouver concernant de nouvelles formes de pédagogie, concernant un faire autrement, il se passe des choses concrètes sur le terrain et ces choses vont dans un souci de plus grande réussite de tous nos élèves. Donc nous avons déjà écouté ce matin des exemples concrets, nous avons vu différentes formes d'application dans les établissements scolaires. Toutes ces formes vont vers plus de temps d'implication, plus de temps d'application, plus de temps de production par les élèves. La problématique qui a été rappelée par monsieur l'inspecteur de mathématiques est donc la suivante. Quelles sont les conditions de réussite des stratégies pédagogiques de type classe inversée du cycle 3 à l'université ? Est-ce que ces stratégies nécessitent toutes forcément l'utilisation d'outils informatiques ? Marie Soulier tout à l'heure a donné déjà des éléments de réponse là-dessus. Quel est l'impact sur les élèves et en conséquence sur les façons de travailler dans les établissements ? Donc autour de cette table ronde, symbolique, Marie Soulier, enseignante expérimentatrice, Madame Bernheim, enseignante également, Madame Georges, personnel de direction, proviseur adjointe du lycée Bois-Joli-Potier, et Monsieur Millet, donc IAIPR et délégué académique au numérique auprès de Monsieur le recteur. Nous allons, d'abord nous vous remercions de vous prêter au jeu des questions. Nous allons vous poser des questions qui vont partir dans 3 directions principalement et qui vont nous permettre de tous réfléchir ensemble. D'abord aux bénéfices. On a beaucoup abordé ces aspects positifs depuis ce matin, les bénéfices sur les élèves, les bénéfices pour l'établissement, etc. Mais aussi les freins. On les a un tout petit peu moins abordés, mais on va essayer d'en parler aussi autour de cette table. Les freins, les obstacles auxquels vous vous êtes heurtés, peut-être auxquels vous vous heurtez encore. Et puis, bien sûr, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on impulse, comment est-ce qu'on évalue aussi des stratégies pédagogiques de type classe inversée. Je vais laisser mon collègue poser la première question et puis je vous rejoins. Alors, bonjour, ça marche ? Oui. Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par une première question à nos intervenants. Effectivement, depuis ce matin, nous baignons dans une ambiance assez agréable et sereine autour de la classe inversée. Donc, on va continuer dans cette veine positive. On va essayer de voir avec vous quels sont les effets positifs auprès à la fois des différents publics concernés, c'est-à-dire les parents, les élèves, les collègues, et puis de manière plus générale autour de l'équipe même éducative d'un établissement. Peut-être commencer par les collègues, d'aborder peut-être... Tu peux peut-être commencer par nous présenter les effets positifs auprès des élèves, peut-être même des parents d'élèves. Alors, côté positif, il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais on va dire que majoritairement, c'est l'implication des élèves. L'élève prend à nouveau plaisir à revenir en classe et il y a une certaine démystification du professeur qui déverse son savoir et l'élève, il attend. Donc en fait, l'élève reprend plaisir à venir en cours et il sait pourquoi il vient en cours. Donc ça, c'est l'un des aspects positifs. Le deuxième aspect positif que j'ai vraiment compris cette année et que je tiens à partager avec vous, c'est vraiment le plaisir que j'ai à retourner en classe. Voilà. Je ne suis pas enseignante depuis très longtemps, je faisais un autre métier auparavant. J'ai choisi de redevenir enseignante. Mais c'est vrai que mes débuts ont été quelque peu difficiles. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Et il fallait que je change mes pratiques. Et il fallait que j'adapte mes pratiques avec ce nouveau public que j'avais en face de moi. Pour éviter toute cette souffrance, pour éviter de déprimer chez soi tout seul, etc. Je pense que changer ces pratiques contribue aussi à, allez, on va au boulot aujourd'hui, on sait pourquoi et on prend du plaisir. Ensuite, il y en a plein d'autres, mais je pense que je vais laisser aussi la parole à mes collègues pour citer tous les aspects positifs liés à ces pratiques.
Oui, vous avez dit l'essentiel. Le plaisir, ça c'est un mot qui, au cours de ma formation initiale, je ne l'ai jamais entendu. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même un plaisir d'enseigner. Mais ce qui est important, c'est le plaisir que prennent les élèves, en fait. C'est ça. Parce qu'on parle beaucoup du plaisir d'enseigner, le plaisir de faire classe. Mais là, ce sont plutôt les élèves qui prennent du plaisir à construire et à comprendre et à s'approprier eux-mêmes les notions. Ça, c'est important. Puis, en ce qui concerne puisqu'on est sur la thématique des points positifs, bon, ben, les points positifs, c'est évidemment l'implication des élèves. Hein, ça, c'est réel, ça se voit, ça s'entend aussi. Hein, il y a ce fameux bruit du travail. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans la salle et qui se reconnaîtra, qui m'a parlé de ça. Le bruit de travail, c'est vrai que ça génère du bruit, mais c'est un bruit efficace. Et puis sinon, c'est un plaisir très personnel, hein, que je vais vous faire une petite confidence. Il y a quelque chose qui me ravit maintenant, c'est quand je suis en classe, que quelqu'un frappe à la porte, la personne rentre, et la personne immédiatement regarde vers le tableau. Et là, évidemment, j'y suis pas. Et ça, j'adore. Parce que, bon, déjà, je suis pas très grande, et ça prend du temps avant de me repérer. Parce que les acteurs sont dans la salle. En fait, c'est aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'espace scénique, cet espace scénique qui met en valeur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner avec des estrades en bois, et j'étais fière d'être sur cette estrade. Je me disais, mais c'est quand même un peu comme Louis XIV à Versailles, on est au-dessus du peuple. Et finalement, petit à petit, ce rapport de spectateurs et d'acteurs, bon, c'est aussi inversé. L'action est dans la salle. Et du coup, c'est vrai que ça déstabilise, mais ce regard finalement, même par des jeunes surveillants qui rentrent et qui cherchent, ça prouve bien qu'on a encore du travail, hein, parce que la représentation de la forme scolaire, hein, ça reste quand même ça, le professeur qui dispense un cours et les acteurs, les spectateurs à élèves qui écoutent. Donc voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien ce côté un petit peu d'inversion aussi au niveau de l'occupation spatiale. Je rebondis juste sur ce qu'elle vient de dire aussi, parce qu'elle m'a juste fait penser à une petite anecdote que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Donc j'accueille une stagiaire dans ma classe et les premiers temps, donc elle observe les pratiques. Et puis il y a une petite phrase qu'elle m'a sortie lors de ses premières observations. Elle me dit « Je me sens mal à l'aise en fait. J'ai l'impression de n'avoir rien à faire. Je sers à quoi en fait ?» Et en fait, quand elle m'a posé cette question, en fait, je me suis dit, ben, finalement, c'est pas plus mal. Ça veut dire que les élèves sont au travail et que ben, le professeur, finalement, il est à disposition de ses élèves. Et c'était très révélateur. Et elle me dit, mais oui, mais quand même, c'est inconfortable, je sais pas quoi faire. Dis-moi ce que je dois faire. Eh ben non, il n'y a plus qu'à aller s'asseoir à côté d'un élève et puis lui dire, bon, ben, allez, t'as pas compris, ou attendre tout simplement une main levée pour se dire, bon, ben, ok, j'arrive pour répondre à une question. Parce qu'il faut aussi savoir que dans ces pratiques, en général, méthode traditionnelle, on donne des questions et l'élève répond aux questions, même s'il n'a pas envie de répondre. Pas de souci, ok. Est-ce que ça vous arrive de prendre du plaisir à répondre à des questions que vous ne vous êtes jamais posées? Sincèrement, ça rentre par là, ça sort par là. Dans cette pratique de classe inversée, en général, l'élève se pose la question. Et il attend une réponse, forcément. Et il est prêt pour cette réponse. Il est prêt pour avoir cette réponse et il est prêt aussi pour aller chercher cette information. Et ça, on va dire, ça change toute la donne. L'élève, il est prêt, il est là, d'accord? Et nous, on répond juste à une demande. Et enfin, moi, j'ose espérer qu'au lieu de rentrer par là et sortir de l'autre côté, ça fait un petit tour dans le cerveau et puis peut-être que ça restera un petit peu plus. Alors, moi, pour continuer dans la même veine, moi je suis professeur de lycée. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes collègues de lycée en termes de gains de plus-value pour les apprentissages et également pour la réussite scolaire en termes d'examen? Est-ce que de ce côté-là, il y a des effets qui sont visibles, sur lesquels on peut s'appuyer et pouvoir peut-être motiver les collègues?
pas envie de répondre à cette question. Je pense qu'on vient d'avoir la réponse à l'instant. C'est-à-dire des étudiants qui nous ont dit qu'ils étaient contents de ce qui s'était passé en classe. La plus-value, je ne sais pas, c'est à chacun d'entre vous peut-être de voir si... Voilà, je pense que si vous êtes heureux d'aller bosser, si vous avez des élèves qui savent pourquoi ils sont là, enfin, qui apprennent à se poser la question de savoir pourquoi ils sont là et comment ils peuvent faire pour avancer, la réponse elle est là-dedans. Je crois que le résultat il est presque nécessaire. Oui, en fait, ce que nous avons observé dans l'établissement, c'est que des enseignants qui pratiquent donc la classe inversée suscitent de l'intérêt des collègues qui se posent des questions. Et bien sûr, des questions sur, voilà, des questions très pratiques au niveau du cours, mais bien entendu aussi au niveau des résultats. Alors, est-ce que ça donne des meilleurs résultats? Et là, on va répondre un peu comme Madame Soulier a répondu ce matin, pas forcément et pas forcément tout de suite. Et surtout pas directement obversable dans des chiffres. Par exemple, les résultats, certains devoirs, ou carrément au lycée, les résultats du baccalauréat. Et pourtant, bien sûr, c'est une des visées à long terme. Mais c'est avant tout visible dans le comportement des élèves, parce que la grande différence avec cette classe inversée et avec d'autres nouvelles formes scolaires, c'est que la posture, vous l'avez entendu tout à l'heure, de l'enseignant a complètement changé, mais également la posture de l'élève. Et donc le rôle qui est attribué à l'élève est changé. Et par cette implication réelle de l'élève dans ses apprentissages, le comportement de l'élève en cours est beaucoup plus positif. Déjà immédiatement observable, et nous pouvons le confirmer, le lycée Bois-Joli-Potier, c'est un lycée polyvalent, avec une section d'enseignement général et également une section d'enseignement professionnel. Et sans préjuger, il faut quand même dire que dans la section professionnelle, il y a plus d'élèves qui sont en difficulté sur le plan scolaire et aussi plus d'élèves qui ont des difficultés à rentrer dans les apprentissages. Or, les enseignants qui pratiquent la classe inversée observent réellement les fruits en termes de comportement des élèves, plus motivés, certains apprentissages prennent du sens pour les élèves, et de par là, évidemment, les résultats s'améliorent. Et puis, j'oserais dire, vous l'avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, parfois le résultat n'est pas immédiat, mais est observable 1 ou 2 ans après. Et ça nous semble très important. De plus, s'il y a un résultat observable, c'est au niveau du climat scolaire. Puisque si je vous dis que le comportement de certains élèves change, et de par ce comportement, bien entendu, les enseignants pratiquent avec davantage de plaisir, à moyen terme, ça a une influence positive également sur le climat scolaire. Et dans le lycée, car ça commence à se faire sentir. Je dis bien ça commence, il reste un long chemin à faire, mais on observe réellement des résultats. Et peut-être une question, peut-être un petit point de vigilance sur les résultats. Qu'est-ce qu'on entend par résultat? Puisqu'on a parlé tout à l'heure de QCM, par exemple. Est-ce que ces QCM sur Moodle qui sont distribués aux élèves, c'est l'occasion d'une notation, d'une évaluation ou pas du tout? Ça, j'aimerais demander aux praticiens. Ou est-ce que c'est l'occasion d'une activité, d'une réflexion de l'élève? Peut-être qu'il y a le risque, comme c'est le délégué académique au numérique qui le dit, mais à chaque fois qu'on utilise des outils, il y a aussi le risque du surinvestissement dans l'outil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai à disposition, où je peux mettre facilement des notes, je les mets. Je ne crois pas que ce soit ça l'évaluation dont nous parlons. Voilà. Et pour les personnels d'encadrement que vous êtes, au niveau des équipes éducatives dans les établissements ou de manière plus large pour des équipes d'enseignants, quel impact vous voyez sur le travail collaboratif des enseignants? Est-ce qu'il y en a un tout d'abord? Et puis, et s'il existe, comment se manifeste-t-il? Alors là, on avance un petit peu sur un sujet qui va être abordé cet après-midi. Donc je vais en dévoiler quelques éléments, mais je me réserve le droit de garder sous la main pour cet après-midi. Évidemment, la question a été posée dans la salle tout à l'heure. Il peut y avoir un pilotage au sein de l'établissement, avant tout, pour faire en sorte que les équipes travaillent. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a un axe dans les projets d'établissement? Bien entendu, il peut, et c'est le cas d'ailleurs au lycée Bois-Joli-Potier.
Mais nous voulons donc plutôt montrer cet après-midi que le travail ne vient pas d'en haut en disant qu'il y a un axe qui a été à un moment donné décidé et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif. Nous avons fait un travail plutôt à l'envers en partant des situations réelles et donc des situations en classe avec les enseignants et qui nous amènent à peut-être atteindre l'objectif visé. Alors, en ce qui concerne les équipes, justement, bien entendu, ça a un effet positif sur les équipes parce que, comme je disais tout à l'heure, on éveille la curiosité. Et pas seulement la curiosité positive, aussi parfois plus négative, en disant que oui, c'est bien beau, mais voilà, regarder une vidéo, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Bon, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Madame Soulier, le cours est structuré autour d'autres axes et d'autres contenus. Et donc ça, c'est une image à faire véhiculer. Donc à un moment donné, on s'est posé la question, et on va le voir cet après-midi, ben, voilà comment faire pour que les préjugés passent de côté et on arrive à réfléchir ensemble à ces questions. Donc vers un travail collectif et in fine un travail collaboratif. Alors nous allons déjà rebondir sur la deuxième partie, quelque part sur les freins, sur les obstacles, en tenant compte de ce que vous nous avez dit, puisque évidemment, on ne va pas non plus avoir une vision angélique. On sait bien que les obstacles, les freins sont quand même nombreux et qu'ils sont d'ordre divers. Le premier que vous avez évoqué concerne déjà comment est-ce qu'on fait pour convaincre dans une équipe, dans un établissement, pour dépasser les oppositions. C'est bon, on m'entend là ? Pour dépasser les oppositions stériles entre d'un côté des partisans de l'utilisation et de l'autre côté ceux qui refusent toute utilisation. Comment est-ce qu'on essaie de ne pas diviser dans un établissement la salle des profs, ceux qui utilisent, ceux qui sont convaincus, qui font des cours qui intéressent les élèves, donc sans être dans une vision caricaturale, mais comment est-ce qu'on fait pour créer du collectif malgré cela ? Alors, je veux bien répondre à cette question parce qu'elle m'intéresse particulièrement. Je crois que d'abord, quand on opère un changement, comme ça a été mon cas, on opère ce changement que parce qu'il y a une nécessité. Voilà. Si tout va bien, c'est ce que je dis à mes collègues, hein, quand on me pose la question, ou même en formation, quand je vois qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires parce qu'ils voient un travail différent, je leur dis, mais écoutez, comment vous enseignez ? Est-ce que ça se passe bien ? Si ça se passe bien, vous n'avez aucune raison de changer. Je vous invite à ne pas continuer à assister à la formation parce que ça n'a pas d'intérêt. Et je le crois sincèrement. Donc je pense que avec les collègues les plus proches, c'est de communiquer, ça c'est sûr, quand on me pose des questions, mais je n'étale pas au grand jour ce que je fais. Je travaille plutôt dans l'ombre. J'ai appris, en vieillissant, à être un petit peu plus sage et à ne répondre qu'aux questions quand il y a des questions. Sinon, je ne vais pas les susciter dans la salle des profs. Et puis après, j'ai appris à collaborer avec les enseignants, c'est-à-dire à m'adapter. Parce que tout à l'heure, on parlera de la forme scolaire. Vous avez vu, hein, la salle de classe, il n'y a pas eu de questions trop là-dessus. Mais c'est bien parce que du coup, Vincent va pouvoir y répondre cet après-midi. Mais c'est pouvoir cohabiter dans des mêmes lieux, partager des salles de classe, des salles qui ne sont pas forcément disposées à Nilo. Ça aussi, ça peut être un frein. Hein. C'est-à-dire, vous arrivez, vous disposez votre salle, et ensuite, vous allez la remettre, et puis vous allez revenir, et puis elle sera à nouveau disposée de manière frontale. Il va falloir, ça peut créer des tensions. Alors du coup, j'ai appris, parce que cette année, c'est une nécessité pour moi, parce qu'on est dans une période où on est en travaux dans l'établissement, et donc on va être 8 à partager la même salle. Et sur les 8, j'ai déjà fait ma petite enquête, j'ai compris que il y en a beaucoup qui seront en cours du face-à-face. Donc j'ai appris à changer ma façon de faire travailler les élèves en collaboration en mettant en place justement ce que j'ai appelé tout à l'heure la collaboration distanciée. C'est-à-dire qu'en fait, bon d'accord, on parle beaucoup de l'espace classe, mais on peut continuer avec alors les outils numériques pour le coup, hein, mais on peut continuer à collaborer même en étant dans une posture de genre amphithéâtre
On l'a vu d'ailleurs, hein, le témoignage du collègue STAPS, l'enseignant en STAPS, le dit. Et ça, c'est intéressant. En fait, je crois qu'il faut, quand on opère un changement, il faut évidemment continuer à faire évoluer sa pratique, mais ne pas oublier les autres, ne pas oublier ceux qui enseignent différemment, parce que ce n'est pas en opposant les pratiques qu'on fera avancer. Je pense que c'est en apprenant et en s'écoutant, en se respectant tous, qu'on fera avancer finalement l'acteur principal, c'est-à-dire l'élève. Donc ne pas confronter, enfin ça c'est mon conseil, hein, c'est ne pas du tout confronter les pratiques et dire ça c'est la pratique innovante, j'aime pas du tout ce mot, et ça c'est la pratique, alors on dit poliment institutionnelle ou traditionnelle. Non, ce sont deux pratiques différentes qui correspondent à un contexte différent. Et si c'est enseigné comme ça, qui convient aux élèves, pourquoi en changer? Au vu des bénéfices de la classe inversée ou des formes de pédagogie active type classe inversée, comment est-ce qu'on peut quand même essayer de créer un effet boule de neige, ou du moins d'utiliser dans un établissement 1, 2, 5, un petit groupe d'enseignants davantage expérimentateurs pour essayer de motiver les autres et puis finalement de faire bouger les lignes, puisque derrière c'est bien ce que l'on souhaite au profit des élèves? Répondez comme vous le souhaitez. Hein. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais je pense que ceux qui commencent à pratiquer des classes inversées peuvent ouvrir leurs portes tout simplement pour dire aux autres collègues, finalement, c'est pas si compliqué, on peut faire des classes inversées, regardez, et leur montrer aussi que ce n'est pas très compliqué de faire de la classe inversée. Venez, on échange, on communique, et puis on voit ce qui va et on voit ce qui ne va pas, mais placer, on va dire, la communication et l'échange au cœur de notre pratique. Ne pas rester dans son coin en se disant ce que je fais c'est nul. Non, il y a toujours du bien dans ce qu'on fait. Et comme disait Marie Soulier, ne pas confronter nos pratiques. Il y a toujours du positif, quelle que soit la pratique qu'on met en place, on la met pour des raisons. Et il suffit juste de peut-être changer des petites choses, utiliser d'autres petites techniques, etc., pour améliorer le climat général. Oui, je voudrais aussi rajouter qu'on parle des freins. Bon, là, on vient de parler de comment faire diffuser ces pratiques dans un établissement. Vous avez raison, le fait d'ouvrir ces classes. Il faut savoir aussi qu'il y a une association qui s'appelle Inversons la classe et qui organise tous les ans ce qu'on appelle la CLIS, c'est-à-dire la semaine de la classe inversée où tous les praticiens ouvrent leurs portes. Et il y en a bien sûr ici dans ce département, un peu partout en France, mais même si vous n'avez pas quelqu'un de votre discipline qui ouvre sa classe, vous pouvez toujours y participer via Skype. Cette année, j'ai reçu des enseignants de Turquie qui, par Skype, ont assisté aux cours. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais le frein dont on ne parle pas, quand même, c'est le temps. C'est l'investissement. Parce que tout à l'heure, on m'en a parlé, on m'a posé quelques questions, évidemment, en aparté. Ce que vous avez vu tout à l'heure de ma présentation, attention, ne vous y trompez pas, c'est 8 années de pratique. Donc, je ne suis pas arrivée à ce stade-là comme ça du jour au lendemain. Quand j'ai commencé, je vous l'ai dit, je ne savais pas trop où j'allais et je voulais juste savoir si c'était efficace. Et pour ça, je me suis fixé la première année de faire 1 heure de séance inversée sur une séquence, c'est-à-dire entre 4 et 5 semaines. 1 heure. J'ai commencé comme ça, parce qu'attention, les capsules, il faut les concevoir. Alors, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. C'est pour ça que j'ai très très vite été sur les réseaux sociaux pour essayer de récupérer des collègues pour leur dire oui, essayez de m'aider à faire des capsules. Et donc, on a maintenant mutualisé, on a un mur de capsules, un Padlet, où il y a plus de 350 capsules en lettres, en collège et en lycée. Donc, on a des choses, maintenant on a des ressources, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, il fallait faire. Donc, il fallait faire et il fallait fabriquer. La première année, ça a été très douloureux. Mon mari qui est dans la salle pourra même en témoigner. J'étais très, très souvent devant l'ordinateur avec la petite musique un peu stressante qui animait nos soirées. Mais ça a été du travail. Évidemment, je pense que vous en êtes conscient. Il faut y aller progressivement. Et ce qui est important, c'est surtout ce qui se passe en classe. Voilà. Et ce qui se passe en classe, je pense que c'est par là qu'il vous faudrait commencer.
C'est pas grave s'il n'y a pas la capsule, s'il n'y a pas la mise en bouche. Hein. Mais d'abord, essayer de commencer à concevoir des tâches complexes et de voir un petit peu, d'observer et de voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, changer du jour au lendemain comme ça demande beaucoup de temps de travail et quelquefois même de soirées animées. On est obligé de poursuivre encore un tout petit peu sur les obstacles techniques. Donc vous avez parlé du temps. Quels sont les autres obstacles techniques, matériels auxquels vous avez pu vous heurter, Madame Soulier, Madame Bernheim, dans les établissements et ensuite, bien sûr aussi, comment est-ce qu'on essaye d'accompagner, de lever ces obstacles-là. Mais dans un premier temps, quels sont les obstacles vraiment matériels et techniques? Parce que ça nous paraît important d'aborder cela aussi. Alors, les obstacles... Allez-y, hein, si vous voulez. C'est bon. Obstacles techniques, on va dire les salles. Partage des salles, quelquefois ça peut être compliqué. On a prévu de faire une séance dans une salle avec une disposition particulière, puis on se rend compte, non, on n'est pas dans cette salle, et puis on doit bouger, et puis on doit s'adapter, et puis là où on va, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ok, ça, oui, ça peut être un obstacle. Ensuite, pour la majorité des établissements, nous, on a cette chance d'avoir un réseau, on va dire l'informatique fonctionne très bien, on est relativement bien équipé, donc ça va, on n'a pas à se plaindre, mais ça peut être un frein. Oui, l'outil informatique peut être un frein, l'accès au Wi-Fi, l'accès à tout ça, oui, ça peut être un frein pour certains. Et puis même sa formation personnelle. La maîtrise de l'outil informatique peut être un frein pour se lancer dans ces pratiques, même si on n'utilise pas forcément le numérique pour faire des classes inversées, mais ça peut être un frein pour certains. Ensuite, il y en a plein d'autres. Hein. Nous, en SVT, par exemple, oui, le matériel, ça peut être un frein aussi pour faire des petites séquences. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, je pense qu'il faut s'adapter, quoi. Et puis, on fait avec ce qu'on a. Et puis, voilà. Mais je dirais aussi, justement, il y a des freins au niveau espace, au niveau temps, vous l'avez dit. Il y a quand même, à l'échelle de l'établissement, des possibilités de surmonter ces obstacles. Peut-être pas à 100%, mais au moins partiellement. Alors, premièrement, la notion du temps. Bien entendu, pour que davantage de collègues travaillent d'une manière différente et nouvelle, il faut un temps de concertation. Alors, ce temps de concertation peut être informel. Les enseignants ont besoin de personnes pour organiser ça. Néanmoins, il y a aussi des temps formels dans l'établissement. Donc, c'est bien sûr avec l'ensemble des équipes et la direction qu'il faudrait mettre en place des temps dédiés à la réflexion collective. Et c'est vraiment possible, puisqu'à un moment donné, on va prendre le temps sur d'autres activités, mais c'est un temps qui va être profitable par la suite. Donc c'est juste une question de choix et déterminer collectivement de prendre ce temps. En ce qui concerne les équipements, bien entendu, les équipements numériques ont une place prépondérante. Et un des problèmes dans notre lycée, c'était justement le fait que le lycée soit en bout de ligne et avec presque 500 ordinateurs dans l'établissement et une connexion extrêmement faible, donc une surcharge, et dans la moitié du temps, ça ne fonctionnait pas bien. Bon, heureusement, le lycée est passé à la fibre, donc les problèmes sont quasiment résolus, et ça fonctionne maintenant. Néanmoins, nous avions autorisé, évidemment, les professeurs d'utiliser donc les portables des élèves à des fins pédagogiques. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats au lycée, mais finalement, ça a été adopté, ça a été inscrit dans le règlement intérieur avant que, d'ailleurs, la loi soit promulguée par rapport aux téléphones portables, notamment dans les collèges. Et enfin, une dernière remarque sur l'organisation de l'espace. Tout à l'heure, les collègues ont parlé des salles équipées, par exemple en îlot. Nous avons fait le choix l'année dernière de mettre dans 3 salles les tables en îlot. Alors, il est vrai que le lycée est également en travaux, donc il y a une des salles qui a dû être sacrifiée. Mais l'idée pour la rentrée, c'est de demander, sur la fiche de vœux des enseignants aussi, qui sont donc les enseignants qui désirent travailler en îlot
et d'organiser les services et l'emploi du temps de telle façon à ce que tous ces enseignants puissent travailler dans ces conditions. On a posé la même question pour ceux, par exemple, qui utilisent le tableau numérique interactif. Ici, j'ai dit utiliser, c'est bien utiliser toutes les modalités, pas comme un tableau blanc. Et ces enseignants-là, également, on va pouvoir les regrouper dans les salles qui sont équipées pour favoriser réellement les conditions de travail, d'une part, bien sûr, des enseignants, et par ricochet, les conditions d'apprentissage des élèves. Non, juste pour répondre aux freins liés aux outils numériques, je crois que déjà, il faut toujours avoir en tête qu'on peut faire des cartes mentales, les mandalas, tout ce qu'on a vu, toutes les images conceptuelles de manière non numérique. Hein, donc, il ne faut pas non plus toujours vouloir mettre le numérique au premier plan. Ce n'est pas fondamental. Ça reste un outil et il doit rester à sa juste place d'outil. Ce qui est important, c'est le changement de posture. Et en ce qui concerne après, évidemment, les outils, quand on en a et qu'on veut les utiliser, moi je conseille aux enseignants de choisir des applications qui sont déconnectées, et il y en a quelques-unes, hein, qui permettent de faire juste de la collaboration sans pour autant prendre une connexion Internet. Je m'explique, hein, ça veut dire qu'on utilise en fait une petite borne qu'on allume au moment du cours, elle émet un Wi-Fi, elle n'est pas raccordée à Internet, hein, et les élèves vont se connecter dessus. Donc vous avez vu, j'ai 6 tablettes et ça suffit. Ça suffit pour récupérer des données, ça suffit pour éventuellement leur envoyer des choses. Donc ça existe. Hein, c'est des toutes petites bornes très pratiques. Et on va privilégier, moi j'utilise en classe, j'ai 2 applications. 2 qui ne nécessitent pas d'aller sur Internet. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été le choix des applications, parce qu'il y en a des mieux, forcément, mais celles-ci, elles m'intéressent parce qu'elles sont déconnectées. Et puis, quand c'est fini, quand on n'en a plus besoin, j'éteins, et là, il n'y a plus de Wi-Fi. Et puis ensuite, en ce qui concerne les espaces, il faut laisser faire l'imagination des enfants aussi. Nous, on a tendance à dire bon, collaboration égale îlot, donc îlot, mobilier, bon, c'est un coût, on le sait. Les tables que vous avez vues dans la salle de classe, elles sont extrêmement chères. On les teste parce que le conseil départemental nous a demandé de le faire. Mais par contre, on peut tout à fait collaborer. Vous avez vu, debout, ils sont face à une porte, ils peuvent aller dans les couloirs. Nous, par exemple, on a demandé au chef d'établissement, parce qu'on souhaitait quand même que ça soit bien clair. On lui a dit, voilà, dans la pédagogie active, il y a des moments où on sort dans le couloir pour s'enregistrer. Est-ce que vous nous garantissez, est-ce qu'on peut avoir une garantie par rapport à ça? Parce que forcément, comme un professeur de PS, quand il travaille en atelier dans un gymnase, il ne peut pas avoir l'œil partout. Donc même si on transite, et il nous a dit, OK, pas de souci, on l'a fait noter dans le règlement intérieur, et les parents sont informés. Donc au premier étage, dans le couloir des inversés, là, effectivement, il y a des élèves qui vont, pendant les heures de cours, ils sont dans les couloirs, mais bon, c'est pas gênant parce que tu as un collègue d'espagnol en face qui peut, à un moment donné aussi, à des élèves et peut intervenir sur les miens. Mais comme c'est toujours très timé, l'activité, moi, quand ils sortent, par exemple, j'ai des petits trucs comme ça, tout bêtes, mais je leur donne un minuteur. Le minuteur, vous savez, qu'on utilise pour faire cuire les œufs. Bon, ben, ça fait du tic-tac et c'est pratique. On se met d'accord sur 15 minutes. Ils partent avec le minuteur sous les bras. Et puis, quand ça sonne, on revient. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça qui font qu'on arrive quand même à trouver toujours des solutions. Quand on est motivé, quand on a vraiment envie, je crois qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Sur les freins, moi j'aurais bien posé une question sur les parents notamment, parce que tout à l'heure on a vu des parents qui venaient dans l'établissement, mais tout à l'heure donc le collègue nous a parlé de ces classes de terminale S. Moi je me souviens alors comme inspecteur avoir vu des établissements dans lesquels on m'a dit, le chef d'établissement m'a dit, bon c'était du privé,
m'a dit ah non, pas de ça chez nous. Hein. Nous, les parents, ne veulent pas de ça. Ils veulent des cours structurés. Ils veulent que leurs enfants apprennent. Vous vous rendez compte, ils vont tous aller en prépa. Donc, s'il vous plaît, pas de plaisanterie, pas de ces plaisanteries. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou... Et là, je dis, mais très bien, continuez comme ça. Il n'y a pas de souci. Enfin, si à un moment donné, comme je l'ai dit, j'insiste, mais je le crois, ce n'est pas du tout ironique ce que je dis là. Je le crois sincèrement. Si dans un établissement privé ou public, peu importe, on me dit, le chef d'établissement me dit, Madame Souillet, écoutez, c'est très bien ce que vous faites, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, les collègues ont zéro problème, les enfants travaillent, on a 99% de réussite au baccalauréat, ben, je dis oui, merci, au revoir, j'ai ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais c'est logique. Non, je pense que, oui, il y a peut-être des établissements où, effectivement, il n'y a pas ce désir les élèves apprennent. De toute façon, les meilleurs élèves, je vais être claire, moi, mes élèves, quand ils m'ont, moi, l'année d'après, ils ont une collègue qui est en cours plus classique, ils sont aussi bons. Donc, pas de souci par rapport à ça. Les élèves s'adaptent. Les meilleurs élèves n'ont aucun problème. Qu'on leur donne un cours frontal ou autre, ils vont s'adapter. Par contre, c'est les autres, voilà. C'est les autres. Là, ceux qui sont en difficulté, c'est clair que la pédagogie active, et la classe inversée en particulier, répond vraiment à leurs difficultés, parce qu'ils s'impliquent. Ouais. Oui, avec ça, je vois encore quand même un autre frein. C'est le frein du côté de l'élève. 1 heure de cours, l'élève est donc en classe avec un professeur qui pratique, par exemple, la classe inversée. Et le cours d'après, il vient dans un cours ultra classique, et il a été clairement dit, ce n'est pas forcément moins bien, sauf qu'on est sur un autre registre, et surtout la posture de l'élève est très différente. Ce qui nous semble difficile pour les élèves, et en particulier des élèves en difficulté, c'est de devoir constamment changer. C'est-à-dire qu'une heure, les professeurs font appel à certaines compétences des élèves, dans la classe inversée par exemple, et l'heure d'après, pas du tout. L'heure d'après, cette même élève est alignée avec ses camarades dans une salle de classe qu'un professeur un jour dans notre lycée appelait la classe en sardines, vous savez, comme des sardines dans une boîte. Et puis le professeur, il enseigne. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que les élèves apprennent. Et surtout pas cet élève en difficulté peut-être. Il songe peut-être complètement à autre chose. Et le cours d'après, le 3e heure de cours, c'est encore une autre chose. Donc ça, c'est difficile pour l'élève. Donc l'idée est quand même là, réfléchissons ensemble à nos pratiques. D'une part, garder une certaine diversité, mais en même temps, harmoniser pour mieux répondre aux besoins des élèves, et pas seulement des très bons élèves, mais à tous les élèves, et en particulier ceux qui sont en difficulté. Donc, d'où cette idée de travailler ensemble et de réfléchir ensemble pour faire évoluer les pratiques. Et là, le mot évoluer, est très important aussi. Je me souviens très bien, il y a 4 ans, on avait voulu inscrire dans le projet d'établissement, et en particulier le contrat d'objectif, changer les pratiques des enseignants. Bon, voilà, quand j'ai dit ça, il y a quelques enseignants, mais c'est quoi ça, changer les pratiques des enseignants? Pourquoi changer ce qu'on fait? C'est pas bien alors? Et donc j'ai dû me reprendre pour dire, effectivement, c'est bien garder l'existant, quelque chose qui fonctionne, pour faire évoluer de telle façon à ce qu'on réponde encore davantage aux besoins des élèves. Donc c'était une grande nuance que je voulais signaler par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Donc évoluer ensemble sans avoir besoin de tout changer. Alors par rapport à l'évolution, la réponse que je fais aussi souvent en formation, notamment quand on me dit mais ça sert à quoi de faire ce changement? Je leur dis, écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 50 ans. Quand j'ai commencé, donc j'avais 23, 24 ans, les élèves que j'avais en face de moi, ils avaient entre 11 et 15 ans. Les années ont passé, j'ai 50 ans aujourd'hui, mais les enfants, ils ont toujours 11 ans ou 15 ans. Donc il y a quand même quelque chose qui interroge par rapport à ça et par rapport à cette notion d'évolution. Si on n'évolue pas, nous, les enfants, eux, évoluent. Et donc si on enseigne tel que, enfin moi personnellement, si j'enseigne tel que j'ai enseigné
quand j'ai commencé, c'est clair que je n'aurais plus ma place. Donc peut-être, parce que tout à l'heure j'ai fait une réponse un peu radicale, parce que c'est vrai que souvent on me dit mais non, moi j'en ai pas besoin, la classe inversée c'est très bien pour les autres mais pas pour moi. Mais je dis à l'enseignant, écoute, si tu n'as pas de problème, effectivement, pas de souci. Mais est-ce que tu es capable de dire que tous tes élèves apprennent au même rythme? Est-ce que tu es capable de dire que tous tes élèves participent dans une heure de cours? Si la réponse est non à un moment donné à une de ces questions, peut-être que tu dois changer quelque chose parce que tu as vieilli et que tu continueras à vieillir et que les enfants, eux, malheureusement, ils auront toujours le même âge. On pourrait appeler ça le portrait de Dorian Gray à l'envers, c'est un peu ça. J'ai une dernière question donc, à Madame Soulier, pour dessiner à Madame Soulier. Vous êtes définie comme une praticienne au début, mais on a vite compris quand même que vous suiviez de près certains travaux universitaires. Et nous, ce qu'on voulait vous demander à tous les quatre, c'était quelle place vous pouvez faire, ou vous envisagez de faire à la recherche, au partenariat entre les enseignants et avec la recherche actuelle, parce que tout ça bouge également, hein, pas seulement les pratiques, mais également la recherche. Donc comment vous envisagez une forme de partenariat? On le voit aujourd'hui, on est accueillis dans ces locaux, mais je pense que ça peut aller encore plus loin. Alors, moi, c'est vrai que je me définis comme une praticienne parce que j'en suis fière, hein, et je n'ai pas la prétention du tout de vouloir théoriser sur la classe inversée. Il y en a d'autres qui le font et ils sont beaucoup plus à même de le faire que moi. Par contre, effectivement, je m'intéresse parce que je suis de nature curieuse et que forcément, même dans ma formation initiale, je me suis toujours intéressée à ce que fait la recherche. Et aujourd'hui, tous les travaux sur les neurosciences. Donc, je me forme moi-même. Hein. Je participe personnellement à des MOOC. En ce moment, j'en fais un passionnant sur l'attention. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est une façon. Moi, je pense qu'un enseignant, bon, c'est un chercheur, comme le dit Madame Bizot-Becchetti. C'est un enseignant-chercheur, mais c'est aussi un enseignant qui doit continuer à apprendre. Voilà. Ça, c'est important, parce que ça évolue. On revient à ce que disait Madame sur l'évolution. Alors, le partenariat avec la recherche, personnellement, comment je l'envisage? Il se trouve qu'en ce moment, dans mon établissement, puisque nous sommes en travaux, on a la chance de travailler avec l'Université de Toulouse, l'Université Jean Jaurès, sur la thématique justement de l'espace scolaire, en chantier, c'est comme ça qu'on l'a défini, et on travaille avec une équipe de chercheurs qui nous accompagne sur notre posture de changement, d'évolution. La structure va changer, le bâtiment va être effectivement, c'est un bâtiment provisoire, on va travailler dans des algécos pendant 3 ans, 2 ans et demi, on nous dit, mais nous on pense que c'est plutôt 3. Et comment alors toutes ces innovations, hein, puisqu'on va quand même dire le mot, vont pouvoir trouver leur place. Et c'est ça qui nous intéresse avec les chercheurs, l'équipe de Jean-François Marcel, notamment, je ne sais pas si certains connaissent, qui nous... Ah, il est venu, d'accord. Et donc, on a un lieu, alors on appelle ça un Léa, donc si vous avez l'occasion, peut-être les pères dires connaissent. Les Léa, ce sont des lieux d'éducation liés à la recherche et tous les ans, il y a des appels à projets de la part de l'IFE et on invite en fait les établissements premier, second degré, université à proposer des sujets de recherche, des problématiques que l'on peut rencontrer. Et là, ensuite, les équipes de chercheurs peuvent éventuellement se rapprocher de vous et c'est vraiment très intéressant. Nous, ça fait maintenant, ça va faire 1 année scolaire qu'on travaille avec eux et c'est très intéressant de prendre du recul par rapport à sa propre pratique et d'avoir un regard d'expert sur nos pratiques. Forcément, c'est formateur. On va vous poser une dernière question. La recherche est évidemment un levier très important, mais les premiers interlocuteurs de l'accompagnement du changement dans les établissements sont bien sûr les personnels de direction et les personnels d'encadrement au sens large, les personnels d'inspection également. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces métiers dans l'accompagnement au changement? Peut-être davantage... Alors, comment voir ça dans l'avenir? Je l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, et on va essayer d'en parler cet après-midi. Si évolution il y a, je pense que cette évolution doit venir du travail qui est fait dans la classe, et c'est-à-dire que des enseignants eux-mêmes.
Alors, au lieu, donc, je l'ai dit tout à l'heure, de piloter par le haut et de faire du descendant, je crois personnellement beaucoup dans le sens inverse et également dans une certaine horizontalité. En tant que professionnels intelligents ensemble, mettons-nous autour de la table et réfléchissons ensemble et travaillons ensemble pour faire évoluer le système. Donc, je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux différents acteurs de l'établissement et j'espère que ça parle en particulier aux enseignants parce que c'est aussi nous rappeler que les enseignants, il me semble, sont avant tout des concepteurs et qui ont un pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir s'exerce au sein de la classe, mais également, bien sûr, au sein de l'établissement. Donc, de reconnaître que le fond de la question est bien là. Et donc, en tant que personnel de direction, la symbolique est très simple. Nous, on peut donner quelques injonctions, quelques ordres, mais si ça rame derrière, ça ne marche pas du tout. Et en même temps, si chaque enseignant fait à sa guise et il n'y a rien de concerté, ça ne marche pas non plus à l'échelle d'un établissement. Donc, c'est simplement un travail concerté, tous ensemble, avec, j'ose le dire, un certain effacement des liens hiérarchiques pour que la réflexion professionnelle puisse vraiment prendre forme. Donc, voilà ce que j'espère, et j'espère aussi qu'on arrive à évoluer vers cette situation. Cela fait le lien aussi avec la question qui a été posée tout à l'heure dans la salle sur le projet d'établissement. Est-ce que le projet d'établissement peut être un levier collectif, un levier de travail pour souder, on va dire, les équipes, tous les personnels autour de mêmes objectifs? Et est-ce que dans ce cas, le numérique et les pédagogies type classe inversée peuvent avoir toute leur place? Oui, alors il y a deux manières de répondre à cette question. Bien sûr, des personnels d'encadrement peuvent répondre à cette question, mais si je peux me permettre, je voudrais bien poser la question aux enseignants, justement. Comment vous voyez cette question? Alors c'est vrai que non, enfin, on aimerait avoir un accompagnement de la part de notre direction et que cette hiérarchie, quelquefois, elle tombe un peu, c'est vrai. Après, j'ai découvert récemment, par l'intermédiaire de Natacha et Monsieur David Michel, qu'on peut être soutenu aussi par la CARDI. Et c'est pas de la pub que je fais, mais bon, un peu. Bon, mais c'est vrai, on peut être soutenu aussi par des personnes qui, on va dire, peut-être s'y connaissent davantage. Parce que nous, c'est vrai qu'on est occupé par nos pratiques au quotidien. On n'est pas du tout dans cette... Enfin, si, on recherche, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment faire. Donc, je pense qu'il faut s'adresser à des gens qui sont là-dedans. Ne pas hésiter à communiquer avec eux, voilà, inspecteur disciplinaire également, pour essayer de nous aider et pour essayer de faire les ponts entre toutes ces différentes parties, en fait. C'est faire tomber les hiérarchies pour mieux avancer ensemble et pour essayer d'avoir un objectif commun. Et enfin, sur le projet d'établissement, le rôle du projet d'établissement est certainement être une sorte de feuille de route pour chacun. Ça veut dire que ce projet d'établissement devrait être construit, bien sûr, par l'ensemble de la communauté, et ensuite, une fois adopté, que quelles que soient les diversités d'opinions, que chaque acteur, finalement, travaille aussi dans le sens de ce projet d'établissement. Et s'il s'avère que certains axes sont moins adaptés, tout simplement, là encore, il faut faire évoluer ces axes. Mais il faut quand même bien garder à l'esprit que le rôle de projet d'établissement, c'est la feuille de route, c'est une sorte de ligne de conduite pour chacun. Avant de clôturer notre temps de travail... Un tout petit mot, peut-être aussi. On a beaucoup parlé de la posture de l'enseignant et de la posture de l'élève. Je pense qu'on peut aussi parler de la posture du chef d'établissement et de la posture de l'inspecteur. Le chef d'établissement comme l'inspecteur doivent être des personnes qui sont facilitateurs et qui font leur possible pour permettre aux professeurs qui ont de l'énergie, de la volonté de... Et quand même, je dois reconnaître que pour avoir des contacts quand même avec pas mal de chefs d'établissement, ces choses évoluent de manière importante. Pour l'inspecteur aussi. Autrefois, l'inspecteur était quelqu'un qui allait en classe et qui regardait l'activité de l'enseignant, essentiellement. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aussi à observer l'activité de l'élève et de quelle manière l'élève est mis en réflexion, ce qui nous amène à être
beaucoup plus ouverts, je crois, que par le passé. Alors, on a parlé d'un chef d'établissement, de l'inspecteur. Je trouve aussi très bon signe que cette année, la lettre sur la CLIS et la recommandation au recteur de donner toute sa place à cette semaine a été signée du DGESCO, Jean-Marie Huard, et du chef de la DNE. On a donc bien une manifestation concrète là, de l'intérêt de l'institution à son plus haut niveau pour ces changements de pratique.